par là, c'est que là où la distribution s'était construit un modèle très court en termes d'intervention et de relations, aujourd'hui, on voit en fait que cette relation s'étire à la fois vers le haut et vers le bas, si je puis dire. Vers le haut, à travers ces centrales effectivement internationales qui se montent et qui vont sans doute se sophistiquer encore plus. Avec sans doute une grande distribution qui à un moment donné, et ça se voit déjà avec un ou deux de ses clients regroupés, qui ira vers d'autres territoires de négociation que simplement les remises et ristournes. Et à l'autre bout de la chaîne de négociation, si je puis dire, au niveau du terrain, une redescente également des lieux de négociation, alors que la centralisation avait prétendu justement ramasser tout en un seul point. Donc la relation commerciale va être extrêmement compliquée à suivre, ne serait-ce déjà que pour les industriels. Il va devenir très compliqué pour l'industriel de consolider financièrement et même simplement comptablement ce qu'il donne à une enseigne. Donc de ce côté-là, je ne sais pas quelle est l'amélioration qui peut être proposée en termes réglementaires, mais en tout cas l'industriel va devoir s'outiller d'un certain nombre de leviers, à commencer déjà par l'information qui devrait venir du monde de la distribution. Sous-entendu, aujourd'hui, l'industrie manque énormément d'informations. Informations sur les datas, informations sur qui vend quoi et pourquoi. Sous-entendu, aujourd'hui, les supercentrales dont vous parlez, Monsieur le Président, sont des centrales qui sont des lieux de négociation ou simplement de consolidation de demandes financières. Ce n'est même pas des lieux de négociation. Ce sont des lieux de demande d'exigence en termes de remise et ristourne, mais il n'y a pas de notion de contrepartie. C'est plutôt renvoyé au niveau de chaque enseigne. Donc, il y a besoin pour les entreprises, notamment les PME, encore une fois, qui sont en première ligne dans cette évolution de la distribution, d'avoir droit à l'accès sur leurs clients. C'est trop compliqué, c'est trop coûteux pour elles. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça paraît être un petit peu candide de dire ceci, mais un contrat, il y a quelque chose dedans, normalement. Et que la simple lecture d'un contrat, avec la reconnaissance ou non d'un vrai service proposé par l'industriel, serait un grand pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, il existe des conditions générales de vente aujourd'hui, mais ces conditions générales de vente sont encore largement sous-utilisées par le monde de la production. Notamment pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire cette sorte de frilosité vis-à-vis d'un monde de la distribution qui est quand même assez unilatéral dans ses comportements. Donc les conditions générales de vente ne sont pas suffisamment utilisées, et d'autre part, il n'est pas, sauf erreur de ma part, rendu obligatoire ou fortement conseillé par le cadre réglementaire aussi que l'industriel énonce ce qu'il attend en termes de service à la revente. Concrètement, la coopération commerciale ne fait pas partie, théoriquement, des conditions générales de vente. Donc, en fait, on est à un moment où les conditions générales de vente deviennent un instrument trop petit, plus exactement, trop réduit dans ce qu'il demande à l'industriel d'officialiser. C'est simplement, entre guillemets, une politique d'achat, mais il n'y a pas la totalité de la relation commerciale qui est rendue obligatoire. Donc, les attendus du fournisseur ne sont pas en totalité résumés dans les conditions générales de vente. Or, comme l'industriel aujourd'hui est frileux et n'ose pas en fait rétablir le principe du droit contractuel pur, c'est-à-dire utiliser le fait de dire « mais monsieur, je suis fournisseur, je veux bien travailler avec toi, distributeur, mais j'ai besoin de ça, ça et ça », aujourd'hui ça ne marche pas.